À l'occasion du Blue Tech Show à Banyuls, Occitanie, au cœur d'une eurorégion Catalogne, je vais y arriver, je vais dire Catalunya, c'est pour ça, dont le potentiel et la complémentarité n'est plus à démontrer. On va évidemment parler des enjeux de la Blue Tech. La Blue Tech, alors bioplastique, biomatériaux, micro-algues, seaweeds, comment on dit, les grosses algues, je ne sais pas, oui. Voilà, micro-algues, donc il y a les micro-algues et les seaweeds. J'ai cru comprendre que c'était des différences de taille, mais on a un scientifique qui va nous éclairer des enjeux autour de l'économie, le bateau du futur, le nautisme, les smart marinas. La définition même d'ailleurs de la blue economy, elle fait l'objet, comme c'est le cas pour le digital, de tas de débats. On va, soyez rassurés, pas rentrer dans de la sémantique. C'est bien de la carte et du territoire dont on va parler. Comment un territoire se dote, s'il n'est pas déjà naturellement un pôle d'excellence, bien de tous les leviers. Où en est le territoire? Quels en sont ses acteurs? Quelles en sont ses forces? Financement, entrepreneurs, recherche, innovation, acteurs publics. Ils sont tous avec moi. Vous avez vu que le panel est riche. On va commencer le tour de table des présentations. Soyez la bienvenue. C'est à vous. Je me présente Fabienne Dussouillet, je suis directrice d'agence de la Banque Populaire du Sud à Bagnols-sur-Mer, donc agence locale. Locale et du coup pas très loin de la mer, pas très loin de la blue economy, je présume. Merci d'être avec nous. Suite des présentations, on passe dans l'univers de la science et de la recherche. Bienvenue. Donc, bonjour, moi je suis Yves Desdevises, je suis le directeur de l'Observatoire océanologique de Banyuls. Donc c'est un institut qui compte à peu près 200 personnes, qui est installé à Banyuls depuis 140 ans. Vous ne les faites pas 141 du tout. pour être précis. Si je peux me permettre, Yves, vous ne les faites pas du tout. C'est gentil. Voilà. Et c'est un institut qui dépend de Sorbonne Université et du CNRS. Très bien. Donc vous passez votre vie entre la Tour Zamanski et ici, mais vous êtes beaucoup plus, si j'ai bien compris, ici, tranquille. À la tour, on est bien, vous avez vu le 26e étage, si vous ne connaissez pas. Donc, c'est 24, c'est ça. Alors, il y a la tour Montparnasse, c'est payant et c'est pas toujours très chic. Et il y a la tour Zamanski. Alors là, si vous avez la chance, vous demandez à Yves qui vous amène au dernier étage. Et je peux vous assurer que les salons et la vue, ils sont absolument remarquables. Présentation et bienvenue. Rémi Bursalin, je suis directeur scientifique d'Aviwell, entreprise que j'ai montée en 2015. Et nous proposons des solutions innovantes à partir d'une innovation basée sur le microbiote et in silico de type deep tech qui permet d'apporter des composés bactériens et des bactéries afin de permettre aux animaux que nous mangeons, donc de nourrir la planète, les faire grossir de manière plus efficace et surtout à moindre coût, tout en recyclant les déchets de manière durable. Et dans le monde où le plancton se raréfie, peut-être que vos solutions fourniront une alternative viable. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Blue Tech Show. Présentation. Bonjour, Isabelle Bardin, déléguée régionale pour l'Occitanie du pôle mer Méditerranée, qui est le pôle de compétitivité pour tout ce qui est maritime et littoral. Nous avons à peu près 500 adhérents. Et nous aidons à l'émergence et au financement de projets innovants, donc via notamment un accompagnement et la labellisation. Et donc à ce jour, il y a plus de 1,6 milliard de budget R&D qui ont été accompagnés par le pôle. Effectivement, c'est plutôt convaincant. Merci d'être avec nous. Bonjour Xavier Bernard Sanz. Alors, je parlais d'Eurorégion, vous en êtes l'incarnation même. Présentation. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je représente l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, qui sont ici 3 régions. On est à la région Occitanie, mais nous sommes aussi avec la Généralitat de Catalogne et les îles Baléares. Donc, c'est une institution européenne. Nous avons 20 ans, alors je sais, je ne les fais pas. Mais non, vous ne les faites pas du tout, non plus, tout à fait. Et nous sommes là pour soutenir le secteur tant de la Blue Tech, mais plus largement tout ce qui est recherche, innovation et les synergies avec les 2 autres régions, puisque les thématiques que nous avons ici à Banyuls et sur la côte sont partagées par nos amis catalans et les îles Baléares. Donc je serai là pour vous parler de tout ce qu'on peut faire ensemble. Et nous avons déjà de nombreux projets, dont un que nous avons mené avec Paul Maire. Recherche, innovation, entrepreneur. Allez, on fait encore un petit tour maintenant du côté de l'investissement. Présentation.
Donc moi, je suis Franck Lescure, j'ai fait 30 ans, ça fait 30 ans que je suis dans l'innovation autour de la biologie, innovation technologique, et j'ai passé 20 ans en tant qu'investisseur en capital risque, plutôt early stage, amorçage, et je viens de créer une société de conseil pour aider justement les startups, les industriels, les entités publiques pour travailler autour de toutes ces questions, autour de l'innovation biotechnologique. Ok, merci et pardon parce qu'on m'informe qu'effectivement là nos réseaux Wi-Fi sont faibles et donc une partie de notre public a un peu de mal en réception, mais ce sont les aléas du direct. Je vous rassure, le replay fonctionne bien, on enregistrera ça pour la postérité. Suite des présentations et soyez la bienvenue. Bonjour à tous, on va Maud couper le Piquemal. zoom, hein, sinon, ouais. Ça continue. Allez, voilà, bienvenue. Donc, Maud Piquemal, on va faire un tour côté Plaisance à Port-Vendre, où là on a monté une flotte de bateaux à l'usage, de bateaux partagés pour permettre aux bateaux qui aujourd'hui sont un peu ventouses dans les ports de sortir plus régulièrement. Donc c'est un système tout simple d'abonnement aux bateaux, mais qui s'anime et qui se développe. C'est le Airboat NB, si j'ai bien compris. Original. C'est Ethics Yachting avec le Club One. Ah ben, éthique, il nous en faut de plus en plus sur cette planète qui souffre. Merci et bravo Maud. Je suis surtout là pour Les Immersives, qui est un événement 100% gratuit qui permet de faire vivre gratuitement à tous justement le bateau responsable et innovant sur la côte Vermeille. À vos agendas, on donne les dates 20-21 avril 2024, rendez-vous à Port-Vendre. J'espère que c'est déjà écrit dans vos agendas. Attention, hein, je vous regarde tous. Alors bon, le live étant pour l'instant en closure, on va rester entre nous. Présentation. Pour conclure, alors déjà, moi je félicite les organisateurs, Daniel est là, etc., sur la parité du panel. Parce que des women in tech et des women dans l'investissement, eh bien, il y en a moins et c'est super. Et bien que ce panel respecte, c'est rarement le cas, eh bien, cette logique qui finalement, j'ai cru comprendre que les hommes et les femmes étaient paritaires. Donc merci de conclure ce panel. Allez. Adeline Ovilang, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je représente BNP Paribas aujourd'hui et en l'occurrence je couvre les activités entreprises pour le Languedoc-Roussillon. Allez, on va commencer par notre panel. Alors on fait simple, on est entre amis, vous me faites signe, je vous donne la parole. Je pense que certaines questions sont plus ou moins destinées à certains d'entre vous, mais vous avez non pas le droit, mais le devoir de répondre à la place de l'autre si une question vous inspire. Bon, la première, elle est simple. Hein. Ce territoire, on l'affirme aujourd'hui, c'est le Blue Tech Show. Il a des ambitions de devenir, il est peut-être déjà, et dans certains cas depuis plus de 140 ans, un territoire d'expertise, un territoire d'excellence, un territoire de business, un territoire attractif, si je pourrais me permettre, sexy pour des investisseurs, sexy pour des entrepreneurs. Ça nécessite, ça a été évoqué ce matin par les élus, un vrai travail collectif. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'a le territoire aujourd'hui? Est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'il manque des choses? Aujourd'hui, quelle est votre lecture? On peut peut-être commencer effectivement par la recherche, mais aucune obligation. Voilà. Tour de table, vous n'êtes pas obligé évidemment, hein, si la question ne vous inspire pas, mais vous qui au quotidien vivez la Blue Technology, vous la vivez comment? C'est parti. Yves. Ça va marcher, ça va marcher. Au niveau de tout ce qui est sciences marines, expertise scientifique, on est, alors si on se centre vraiment sur cette extrémité de la France ici, c'est un territoire qui est finalement relativement peu peuplé, peu urbanisé, et pourtant on est impressionné par la quantité de centres d'excellence scientifique qu'on y a. Donc évidemment l'Observatoire océanique de Banyuls, ça va sans dire depuis longtemps, mais il y a aussi l'Université de Perpignan, il y a, et en allant un peu plus loin à Narbonne et Montpellier qui n'est pas si loin, en fait il y a une concentration très impressionnante d'experts, et notamment en biologie marine, vraiment beaucoup. Ça se traduit aussi d'ailleurs par les zones protégées qu'on a en grand nombre de ce côté et même aussi de l'autre côté de la frontière. Donc on a un environnement... On a des acteurs et des terrains de jeu, si je puis dire. Et on a un environnement qui est particulièrement riche et préservé pour pouvoir développer ce type d'activité. Donc là, il y a vraiment un terreau extrêmement intéressant. Je n'ose pas parler de la qualité de vie, évidemment, elle est là, donc on vit bien dans la région, mais on vit bien et on a vraiment de quoi travailler. Les ambitions des politiques, elles peuvent être justifiées quand on dit allez, on y va, on va mettre de l'argent, on va mettre des moyens, il faut y aller. Ah oui, non, ici, absolument. Je veux dire, on a l'écosystème, c'est pas pour rien
que les centres se sont installés ici. On a de nombreux experts et puis on a maintenant les moyens de pouvoir développer les projets qui peuvent l'être à travers notamment cette expertise qui s'est d'abord beaucoup développée d'un côté fondamental, mais maintenant ça démarre vraiment avec le lancement de différentes initiatives, plus du côté de l'innovation. Merci, on continue. Je crois que le micro HF est en train de nous quitter. On va lui changer les piles ou je ne sais quoi. Allez, oui, réaction, moi, réaction. je veux bien effectivement rebondir. BNP Paribas, en tant qu'acteur économique et institution financière de premier ordre, est complètement engagé dans le sujet de la thématique d'aujourd'hui, qui est la préservation des océans et de ses ressources. Et ce qui est important pour une institution comme la nôtre, c'est de penser global, mais d'agir localement. Donc effectivement, d'accompagner sur le terrain les acteurs dans leur expertise, dans leur spécificité. Nous, au travers de ce que l'on propose en termes de financement, en fait, nous, on agit sur plusieurs dimensions. On accompagne nos clients, en particulier entreprises. On s'engage également sur notre périmètre propre et on accompagne les collaborateurs. Donc ça fait 3 dimensions d'action sur lesquelles on pourra revenir de manière plus précise. Mais en tout cas, pour illustrer peut-être, je voyais madame, vous avez évoqué l'investissement dans le transport maritime. BNP Paribas s'est engagé à allouer oui, allez-y. 1 milliard d'euros pour financer le verdissement de la flotte maritime d'ici 2025. Vous avez entendu, de l'argent il y en a, des pôles autour évidemment de l'aquatique, on va en parler, du pôle marin aquatique, il y en a aussi. Réaction de l'entrepreneur. Allô. Oui. Oui, en effet, on a entendu parler des ressources, la mer, la ressource. On entend parler de financement. Moi, je suis professeur à l'université, je voudrais qu'on parle de la jeunesse, c'est-à-dire des hommes qui vont faire la région de demain. Ils sont sûrement dans nos universités, dans nos écoles d'ingénieurs. Et donc, ce qu'il y a besoin, c'est surtout d'encadrement. Il y a des gens experts dans la création d'entreprises, on a des gens experts dans l'investissement, on a des gens experts dans le coaching, ce qu'on appelle en gros mots le translationnel, de l'idée vers l'entreprise. Et donc, on a dans ce territoire la capacité d'accompagner les jeunes pousses d'aujourd'hui vers des créations avec succès d'entreprises. Donc, il ne faut pas oublier cette triade. 1, les ressources. 2, la capacité de financement. Mais surtout, les êtres humains. Sans êtres humains, il n'y a aucune entreprise. Donc, très important de bien penser à la triade. Merci de parler de cette dynamique RH. Avec un regard euro-régional, même question. On est bon où? On est moins bon où? Alors, on va monter d'échelle. En fait, quand on parle de la région Occitanie, si on réunit la Catalogne et les Baléares, on a 600 000 chercheurs et étudiants. C'est 16 millions de personnes. Et on a les plus grands centres de recherche dans le domaine maritime, de l'eau et de l'économie bleue du sud de l'Europe et même dans le monde. Donc, on est côté catalan et côté Baléares des centres de premier niveau mondiaux. Nos amis à Banyuls, et si on élargit, vous trouvez des centres de recherche à Toulouse et à Montpellier de premier point. Donc, on va dire, on est fort là-dessus. On est fort aussi puisqu'on est les référents au niveau de l'Europe pour aller chercher des financements. On a parlé de financement, mais les sous, ils sont au niveau du privé. Banquiers, on va sûrement parler d'investissement privé, mais il y a aussi des fonds européens, des fonds qui sont là. Je ne parle pas de mes régions parce qu'elles-mêmes ont des projets, on en parlait tout à l'heure avec Yves sur les financements. La région Occitanie est très investie dans le financement de la recherche, mais au-delà, la Catalogne, c'est encore plus puissant au niveau de l'investissement, puisqu'on parle de multiplier par 10 le budget. Et nous, l'Euro-région, on est là pour monter des projets européens, pour aller chercher des financements dans les appels à projets compétitifs. Et en général, on les gagne. Donc on est bon. Mais le mais, c'est il y a quand même une frontière. L'écosystème, certains se connaissent. Certaines universités ont l'habitude de travailler ensemble, mais il y a encore beaucoup de failles, de méconnaissances d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc on est là pour essayer de pallier cela. Allez, je ne voudrais pas qu'on tombe uniquement dans le côté on est bon. Moi j'ai eu la chance depuis une quinzaine d'années, vraiment très très tôt, d'être actif dans le monde des biotech. J'ai eu la chance de travailler à Oslo, au Portugal. Vraiment il y a eu vraiment un côté volontariste, c'est-à-dire qu'ils sont partis de rien à tout. Ils sont vraiment un pays leader mondial maintenant au Portugal. Wilmington aux États-Unis, le Québec du côté de Rimouski. On voit des pôles vraiment qui commencent à... On voit bien qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui manque pour être aussi fort dans la région et évidemment sur le territoire? Alors, réaction. Je
Je ne voudrais pas que ça soit trop... Où est-ce que je veux dire, où est-ce qu'il faut encore aller? Est-ce que c'est le transfert de la recherche vers la tech? Est-ce qu'il y a 1 milliard, il en faudrait 2? C'est quoi exactement pour que ça soit encore plus gros et qu'on puisse aller challenger le Portugal? Parce que l'Eurorégion, je ne sais pas quelle est sa population, mais en cumulant Occitanie, Catalogne, Baléares, à mon avis, on est aussi gros que le Portugal. Hein. Alors allons-y. Ça, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et qui parlaient de hub technologique. Oui. Pour réussir, il faut créer un hub technologique. Donc il y a eu Boston, il y a eu San Francisco, notamment en biotech, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un hub technologique? On en a parlé. Il y a les personnes, quand on parle des personnes, il faut des entrepreneurs qui ont envie de faire des choses, il faut qu'il y ait des étudiants, parce qu'il faut former, il faut qu'il y ait de la finance, il faut qu'il y ait aussi au-dessus de tout une volonté politique qui accompagne tout ça, parce que c'est un investissement politique. Ça dépasse les mandats, quelque chose comme ça. Et donc, et après, il faut savoir agglomérer un certain nombre de personas très différents, des grosses entreprises qui arrivent et qui montent, qui posent la chose, des moyennes entreprises et une structure de transfert technologique qui va permettre la petite création. Et au-dessus de tout, pour créer un hub technologique, il faut travailler sur l'expertise historique du lieu. C'est-à-dire qu'il faut partir de ce qu'on a au départ. Et ici, effectivement, je reviens un peu à ce qui s'est dit, c'est un pôle mer. Ouais. Donc autour de la mer, il y a le point de départ. Mais après, il faut tout agglomérer pour faire un hub et ensuite réussir comme les autres. Alors, ok, donc on voit que là, il y a des... Bon, ce qui est bien, c'est que ce matin, on a eu les politiques et on a quand même eu des messages forts, des engagements, aussi une logique, effectivement. Certains élus ont dit, il y a eu longtemps des silos, on va essayer de décloisonner pour éviter les bêtises. Vous voulez peut-être d'abord réagir sur ce point-là et après je vais poursuivre un petit peu. Je voulais rebondir sur le côté diversité des acteurs parce que forcément ça nous parle au sein des immersives. On s'est rassemblés avec des acteurs nautiques. Et vous avez choisi une verticale, hein, c'est pas la Blue, parce que ça sera ma question suivante, donc c'est pour ça que je voulais faire le lien. Où est-ce qu'on est bon, parce que c'est grand la Blue Economy, ou est-ce que c'est peut-être pas la peine de se battre sur tout? Donc allons-y sur les immersives, vous avez choisi une verticale, éclairage. Exactement, les activités nautiques innovantes et responsables du territoire, pour les mettre en lumière, les faire rayonner certes, mais aussi pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément accès à la mer, parce qu'elles n'ont pas l'éducation, parce qu'elles n'ont pas les finances, d'aller toucher cet univers-là, mais toucher de manière responsable. Mesdames et messieurs les financeurs, les investisseurs, où est-ce qu'on vous demande du fric, où est-ce qu'on ne vous en demande pas? Et à la limite, vous en auriez pour donner, où est-ce que vous attendez les projets? Où est-ce qu'on est vraiment bon, où est-ce qu'il faut foncer sur le territoire? Parce que voilà, le nautisme, aquaculture, hydroponie, on n'a pas parlé, alors je crois que du côté de Montpellier, ils sont assez costauds là-dessus, sur les water tech pur et dur, le petit cycle de l'eau, le traitement des eaux au niveau domestique, etc. Où est-ce que ça va jouer d'après vous là, dans les mois, dans les années à venir? C'est quoi les axes où ça, il faut être bon? Où il faut y aller. Alors, c'est peut-être question... Allez, allons-y. Puisqu'on a un concert on est dans une période où il y a une petite remise en question de tout ce qui a été fait depuis un siècle, voire un peu plus d'un siècle. Hein. Ah oui, on remet en question la chimie industrielle avec les plastiques, etc. Et globalement, la résilience hydrique aussi. On voit bien la voilà, globalement, on était sur un système qui était un système avec une entrée et à la sortie des déchets, dont on ne sait pas quoi faire. Et il y a des gens qui parlent d'écosystème industriel en disant il faut qu'on arrive à un écosystème. C'est-à-dire que les déchets des uns sont les intrants des autres. L'économie circulaire pour les intimes. Une sorte d'économie circulaire, voilà, etc. Et il y a possibilité de faire ça à travers tout ce qui est apparu récemment sur la base des technologies. Moi, je connais très bien la biotech. La biologie a énormément évolué et on est capable de considérer des micro-organismes pour faire des choses que faisait la chimie. Tout ça, c'est la white biotechnologie, etc., etc. C'est quand même énorme parce qu'on se dit la pétrochimie, les trucs, on se dit mais ça, c'est pour des plants de pétrole qui puent, qui sont immenses. On voit bien que les nouveaux enjeux, et peut-être que notre partenaire scientifique va dire aujourd'hui, mais demain, les usines pétrochimiques, c'est des algues. C'est 36 mètres carrés où on produit des composés carbonés. Peut-être après-demain. Oui, voilà. Des médicaments. Cas, enfin, quand on monte sur Lyon, on voit la pétrochimie, c'est horrible. On est là, c'est bien de ça aussi dont on parle. On est en train de vivre dans la mer ce qu'on a vécu avec les plantes il y a un siècle, avec des grosses entreprises comme Pierre Fabre, etc., qui sont créées sur la base d'actifs de plantes qui avaient des propriétés médicales. On peut trouver un peu la même chose dans un océan ou dans la mer, qu'on n'a pas assez exploré, qu'on ne connaît pas bien, faire des identifications de nouvelles molécules, de nouveaux procédés, de recyclage, etc., etc. Plus, à côté de ça, une économie qui existe, on en a parlé, le nautique, qui doit se réinventer pour être au niveau de l'environnement compatible avec tout ce qui est fait. Et donc, il y a plein d'axes de développement. C'est un potentiel énorme à développer. Et si j'ai bien compris,
il y a vraiment beaucoup d'opportunités, c'est maintenant, donc réaction, je vous donne tout de suite la parole. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités et il y a un potentiel de recherche, là, de tech qui arrive sur étagère et qu'il va falloir mettre sur le marché. Allons-y. Alors, quand on parle des opportunités et des territoires, on n'a pas défini l'économie bleue parce qu'effectivement, c'est très grand. Ce qui est peut-être important, c'est que chaque territoire voit ses enjeux, ses forces, et travaille dessus. Et là, c'est vrai que du côté, entre le parc naturel, Banyuls, il y a des vrais besoins sur la biodiversité, le vivant, et effectivement des technologies contre la pollution. Et il y a d'autres pôles, à Toulouse, avec des données satellitaires qui peuvent être très intéressantes, bien sûr, Galileo, à Montpellier. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, la diversité des acteurs, certes, il faut, pour que ça marche, qu'il y ait des entrepreneurs, de la formation, de la technologie et des financements. Ça, c'est la base de tout bon écosystème. C'est le nerf de la guerre, Mais c'est aussi l'innovation et le développement. Ça vient de se projeter en partenariat, en collaboratif avec d'autres écosystèmes. Plus d'intelligence collective. Et bon, c'est vrai que nous, on est sur tout l'ensemble de la Méditerranée avec des acteurs très différents et qui peuvent monter ensemble des projets. Et tiens, je veux un peu vous provoquer. Les Bretons, ils sont vraiment bons. Pourtant, je peux vous dire qu'entre l'Argoat, l'Armor, ça se tire la bourre pour des tas de choses. Mais pour leur projet Bluetech et pour aller chercher du fric, ils sont vraiment bons. On n'est pas aussi bons en Occitanie, je fais de la provoque, mais... non, pas forcément. C'est pas le cas. Ah, bon, alors... Non. Ah, si, Yves dit, c'est un peu vrai. Ça dépend dans les sujets. Nous, on a un pôle jumeau qui est effectivement le pôle mer Bretagne-Atlantique, avec qui mais justement, il vous pique pas trop les... Moi, j'ai remarqué que sur le pôle mer, je fais un peu de provoque, mais j'ai remarqué que les gros événements, ils sont plutôt en Bretagne ou à Paris que non, parce que si vous prenez, et c'est de l'économie bleue, moi, je suis méditerranéen d'origine, donc le plus gros salon mondial sur l'éolien flottant, c'est un événement qui est co-organisé par le pôle mer Méditerranée et fait. Et c'est 1400 personnes qui étaient à Nantes cette année. Ah oui, c'est ça, c'est mais il est en alternance, il sera à Marseille en 2024. Donc ça joue 32 vraiment... Ça dépend des sujets, mais par contre, il y a des spécificités en Méditerranée, il y a des spécificités en Bretagne, et donc... Mais sur le pôle de Toulon, avec Naval Group qui est sur les deux façades, un leader quand même assez emblématique. Il y a aussi des champions. Mais par contre, je pense que les territoires, tout le monde nous on le voit puisqu'on est sur toute la Méditerranée, a envie d'avoir son pôle. Il faut peut-être pas vouloir tout faire. Il va peut-être falloir faire de la granularité en disant tiens, moi je vais te donner un coup de main sur le nautisme. Voilà, j'ai des sujets parce que... La carte et les territoires, on est vraiment dans le cœur du sujet. J'ai les ports de plaisance, il faut que je progresse dans la plaisance et aussi dans l'évolution des plaisanciers où on peut aller vers par exemple plus de systèmes d'aide à la navigation, etc. Il y a une forte politique de l'Occitanie sur l'hydrogène qui est une opportunité qui n'existe pas en Bretagne, par exemple. Voilà, bel exemple. Donc, il y a des forces, il y a des faiblesses. Et il faut savoir les trouver. En Occitanie, il y a quand même, en dehors du pôle aéronautique, il y a moins de grosses entreprises. Par contre, il y a beaucoup plus de start-up. Mais il faut réfléchir sur ses forces, ses faiblesses et ses besoins. Merci Isabelle. Rémi voulait réagir et puis Yves également qui a réagi quand je parlais de la Bretagne et de ça. Sur certains exemples, Je voulais revenir sur la notion d'innovation et comment l'innovation peut répondre à un besoin planétaire sur la base qui est transformé souvent en besoin marché d'un point de vue économique. Et aujourd'hui, le souci de l'innovation par rapport à l'économie bleue, c'est la mer. 70% de la surface de la Terre est relativement inconnue. Quand je dis relativement, c'est pour être poli, est très inconnue dans l'absolu. Donc il y a une immensité qui est peu connue. Mais on a vu, pas plus tard que ce matin, qu'il y a des initiatives, et la première, c'est gagner la connaissance, collecter des données. Sans données, sans information, on ne peut pas créer une innovation, on ne peut pas répondre à une problématique économique et planétaire. Donc, on est, dans le monde de l'économie bleue, à capturer, collecter cette information. Une fois que cette information, le deuxième problème va être de savoir comment on la traite. Et c'est là où je voudrais rebondir sur la force qu'a l'Occitanie.
par rapport à ce qui s'est fait dans le monde aéronautique. Le monde aéronautique, d'un point de vue technologie, a énormément avancé dans l'interprétation des données. Il faut savoir aujourd'hui qu'on analyse un avion comme on analyse un être humain ou un animal, c'est-à-dire qu'il y a une naissance, une vie, une mort. La mer, c'est pareil, il y a du plancton, des algues, des poissons, une naissance, une vie, une mort. Donc une fois qu'on a récupéré ces données, il existe des outils informatiques, mathématiques innovants, d'intelligence artificielle, pour jeter ce gros mot, parce que maintenant tout le monde le prononce. Et on est fort de ça. Ça s'appelait des algorithmes il y a quelques années. On est fort de ça en Occitanie. On peut récupérer la connaissance qui a été développée dans le monde de l'aérospatial pour l'appliquer au monde de la mer de manière extrêmement efficace. Donc les données plus des outils d'interprétation de ces données vont donner des solutions qu'on va pouvoir adapter aux problèmes économiques qui, eux, sont là pour gérer les problèmes planétaires. Donc on a pratiquement tout une fois qu'on a fait ça. Merci Rémi. Yves, une réaction pour avancer dans le débat? Pour rebondir directement sur ce qui a été dit ici, c'est vrai que, j'allais dire, c'est nous, les scientifiques dans les centres de recherche, qui sommes à la base de ces connaissances. Alors il ne faut pas oublier notre mission, qui est quand même celle de faire progresser les connaissances pour faire progresser les connaissances, c'est-à-dire pas nécessairement pour en sortir quelque chose, mais c'est là-dessus que ça va se baser. Et dans les dispositifs qu'on met en place, par exemple, entre les 3 stations marines de Sorbonne, donc Banyuls, Roscoff et Villefranche, on met en place ce qu'on appelle un observatoire augmenté qui va générer énormément de données. Et il est prévu qu'une partie de ces données serve justement à l'innovation pour certains projets. Vraiment en open access, quoi. Exactement. Et ça en fait partie avec l'expertise des scientifiques. Après, dans les verrous dont on a parlé tout à l'heure, alors effectivement, il y a peut-être un peu des fois les mentalités des gens à l'université, où il y a encore pas si longtemps, quand quelqu'un avait un projet, c'était le fameux adage, il y a plus de monde pour bâtir des murs que pour construire des ponts, c'est ça? Ouais, alors ça a parfois existé. Mais bon, c'est des choses qui clairement changent. On a parlé de Rimouski tout à l'heure. Moi, j'étais à Rimouski aussi tout à l'heure. C'est Martin Beaulieu. Il y a 20 ans, quand j'étais, avant ma thèse, j'étais à Rimouski, quand on interrogeait nos collègues étudiants sur ce qu'ils voulaient faire. Après, je pense qu'il n'y en avait pas un qui mentionnait pas quelque part, je vais peut-être monter ma boîte. Ça faisait partie des possibilités de tout le monde. Même ils nous le disaient quand ils ne voulaient pas le faire. Moi, je ne vais pas monter ma boîte, comme si ça faisait partie d'un truc évident. Vraiment, et souvent, les gens enregistraient leur nom. Je ne sais pas, tel travaille sur l'aquaculture et la pigmentation des crevettes. Il a un machin pour utiliser les pigments des crevettes pour colorer le saumon, par exemple, parce que ça se fait comme ça. Ça veut dire que ça faisait partie de la mentalité, et ça ne veut pas dire qu'ils allaient faire ça, mais ils le faisaient en partie, ou ils envisageaient de le faire. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Des gens qui parfois voulaient des chercheurs monter leur banc, ils disaient toi ton boulot c'est de faire de la recherche fondamentale et c'est pas notre travail. Et maintenant les mentalités ont quand même clairement changé là-dessus. L'université aussi évolue d'ailleurs. Voilà, mais il faut des gens pour le faire, il faut des gens qui ont envie de le faire. Xavier brûle de continuer. Et on a même ça dans nos formations maintenant. On est en train vraiment de créer des formations pour faire ces transferts. Plus de ponts entre la recherche. Ça ne veut pas dire que ça devient notre mission. On ne met pas de côté notre mission de production de connaissances. Mais cette translation, on peut aussi y prendre part, y compris dans nos infrastructures, comme à Banyuls, c'est bien les plateformes technologiques, par exemple, qu'on a, qui sont ouvertes à tous ceux qui veulent l'utiliser. C'est pour ça que c'est le bon endroit pour y mettre des startups. Et on est en train d'avoir d'autres développements. Ils font la même chose à Paris, là, un truc qui s'appelle Paris Park, où en fait ce sera comme un très gros incubateur de start-up. Alors, je ne vous parle pas de tous les problèmes que ça cause avec la communauté des universitaires, notamment à partir de ce que je viens de dire, mais on peut faire les deux choses. Ça, c'est toujours, en tout cas, de beaux enjeux en perspective et des évolutions notables qui ne peuvent être que bénéfiques pour la création d'un pôle d'excellence. Xavier, 2 fois, je vous ai vu presque, vous allez intervenir, donc c'est le moment, c'est le bon moment. Juste dire qu'en fait, c'est vrai qu'on a souvent la vision auto-centrée sur nos problématiques nationales françaises, et quand on est en Occitanie, on a très souvent, l'Occitanie a très souvent regardé plutôt vers l'intérieur que vers la mer. La Méditerranée, c'est notre mer. On parlait de connaissances. Et je pense qu'on a tous les diagnostics sur les changements climatiques. C'est un des endroits qui va être le plus touché par le climat. La connaissance, en fait, est faible, paradoxalement, notamment à la rive sud de la Méditerranée. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit sur le constat, c'est qu'on a peu d'acteurs occitans qui vont sur des projets européens méditerranéens, alors qu'on a la capacité, avec Polmer, qui est un exemple, mais il y en a très peu, qui se positionnent sur des enjeux méditerranéens, avec des programmes comme Prima, comme le MED. Clairement, on est largement en arrière
que Sudpaca ou que les Italiens ou que les Espagnols. Donc le message du jour, c'est là, on a de quoi aller, on a des compétences, on a des savoir-faire, peut-être aussi partager avec ceux que les gens du Sud, parce que les problématiques biotechnologiques aussi intéresseront la rive Sud, qui a la réponse autant que nous sur les problématiques environnementales, notamment la Méditerranée. Et puis on voit bien, hein, il y a clairement des façons de faire très différentes entre le monde du Sud, le monde anglo-saxon, enfin la façon dont la première idée détectée au sein d'un centre de recherche, elle est tout de suite coachée, orientée, labellisée, protégée. Parfois on est moins bon, on est trop généreux parfois quelque part, pour le meilleur, pour le pire. C'est un autre débat, mais en tout cas c'est vrai qu'on là il y a des poids et des pôles, c'est tout aussi vrai pour le monde asiatique et dans lequel les pays du Sud ont sûrement une nouvelle grammaire à rédiger. Une réaction. Franck. Oui, il y a aussi, on peut pas tout faire aussi. Et alors, donc l'enjeu, c'est de ne pas se disperser trop. De toute façon, on ne pourra pas soutenir tous les axes de développement qu'on pourra faire en bibliothèque. Et je crois, pour avoir vu certains hubs fonctionner et se développer, que ce qui leur a réussi, c'est que c'est parti des entrepreneurs. C'est-à-dire, la recherche, elle va apporter quelque chose. Mais encore une fois, la recherche, elle est là pour la connaissance, pas forcément uniquement pour le transfert technologique. Le transfert technologique est une façon de valoriser la recherche. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres, mais voilà. Ceux qui forment un hub, qui sont à la base de la création d'un hub, ce sont les entrepreneurs. Donc c'est les projets qui émergent, et c'est la nature des projets qui vont émerger dans une zone, qui vont faire cette zone. Et après, cette zone, il ne faut pas qu'elle soit trop petite. C'est là qu'il faut commencer à collaborer, on en parlait. C'est-à-dire que c'est comme des petits pics comme ça de création qui vont se faire sur soit l'énergie d'un entrepreneur, mais aussi son positionnement adapté. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à parler de dessalement d'eau de mer et qu'il est basé à Clermont-Ferrand, on va lui dire, bon, peut-être que tu te rapproches de la mer. Le CELGEM éventuellement, voilà. Donc, dans les volcans. Donc il faut qu'il y ait l'entrepreneur avec son énergie, sa capacité à convaincre des investisseurs, réussir dans un pôle qui est adapté, et ça crée un axe. Par exemple, la biotechnologie blanche, donc tout ce qui est white biotech, à Clermont-Ferrand a été développée sur la base d'une personne. Ouais, mais c'est ça, qui a eu l'énergie pour développer un hub, une start-up, etc., etc. C'est comme ça que Metabolic Explorer s'est créé à Clermont-Ferrand. C'était la première en France, une des premières européennes. Bon ben voilà, il faut trouver la même chose. Et après, il faut s'associer pour ne pas être trop petit. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de Boston ou de San Francisco, c'est des trucs énormes. Il y a déjà une population énorme. C'est pas Bagnoul-sur-Mer. Population énorme, vraiment fluidité des entrepreneurs. Et alors, je me retourne vers Fabienne. Parlons d'argent, justement. C'est le bon moment, là. Plusieurs choses que j'ai entendues et qui me parlent bien sûr en tant que partenaire financier. Déjà le territoire, Bagnoul-sur-Mer, il y a vraiment du potentiel. On a accompagné des entreprises, des startups qui se développent de plus en plus et on continue à le faire et vraiment il y a le potentiel et les compétences. Vous avez posé la question de où chercher l'argent. Alors déjà, il faut effectivement, il y a les investisseurs, mais il y a aussi les partenaires financiers. Et il faut surtout que le partenaire financier il comprenne bien l'activité. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'un resto, un hôtel, on a les business models, complètement. Mais une nouvelle génération de composés, de principes actifs issus des microalgues, je vous souhaite bien du courage. Et justement, au-delà de financer des artisans, des professions libérales, des commerçants, les startups, c'est vraiment un monde à part où il faut comprendre qu'on va faire du crédit alors qu'il y aura des années sans chiffre d'affaires et on sait s'adapter, on sait comprendre. Et puis l'évolution aussi de l'entreprise. Parce pas besoin d'aller voir un venture capitaliste ou nos banquiers ont maintenant de l'expertise en capital risque. Complètement. Et, et pas que sur le démarrage. Il y a toute la vie, on parlait de maturité de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui se développe vite et fort, elle a aussi des besoins qu'on est capable d'accompagner, d'à faire des avances de subventions, et Dieu sait que c'est parfois compliqué à comprendre. Donc il y avait ce point-là, dire aussi que l'épargne qu'on collecte, elle est investie aussi localement. Donc voilà, il faut continuer à oser pousser la porte des banques. Et juste pour terminer, puisque vous avez évoqué le fonds d'investissement européen, il est aussi partenaire en tant que garantie de vos prêts. Donc on l'utilise. C'est un super BPI. Alors, BPI ou FEI. Voilà, c'est ça. C'est un peu la même famille. On s'en sert aussi pour garantir vos crédits. Catalyseurs de financement. Et qui comprend aussi. Donc vous les connaissez, vous savez les activer, vous travaillez au quotidien. Complètement. Et vous accompagnez. Sur cette question du financement.
Ça arrive, ça va bien. C'est pour être sûr que la qualité du son soit bien. Voilà, c'est bon. Je souscris complètement à tout ce qui a été dit. Je voulais surtout partager pour un groupe comme BNP Paribas, ce qui est important, c'est vraiment de garder le lien avec les acteurs locaux et développer un centre d'expertise très fort dans un endroit. Ça permet aussi d'acculturer des banquiers généralistes que nous sommes et de comprendre ces métiers, comprendre les enjeux. Aujourd'hui, on accompagne nos clients entreprises aussi dans des démarches volontaristes d'assesser leur démarche ESG au sens large. On met en place des financements avec des critères mesurables spécifiques, avec des taux bonifiés. Donc ça, c'est pour l'illustration. Mais pas que. Un exemple, chez BNP Paribas, il y a une initiative dont en plus je suis particulièrement fière parce que j'y ai participé, mais depuis 2010, il y a une initiative qui s'appelle The Climate and Biodiversity Initiative, chapeautée par la Fondation BNP Paribas, qui a distribué 18 millions, quasiment 20 millions de financements, 400 chercheurs, 27 projets, qui vont depuis l'analyse des phytoplanctons, la cartographie de l'activité sous-marine. Voilà, en fait, tout ça pour dire la clé par rapport aux partenaires financiers, c'est d'être proche. Pour un partenaire comme BNP Paribas, qui a une puissance de frappe derrière, qui peut amener ses expertises, ses métiers, pour accompagner depuis le start-upper jusqu'au grand groupe dans ses réflexions. Monnaie jusqu'à l'entrée en bourse, en gros. Hein, c'est ce qu'on souhaite de mieux aux acteurs qui veulent s'accélérer. Entre autres. Et on peut même aller encore au-delà. Mais surtout participer au changement et à la transformation. Un mot de complément sur cet élément rapidement, parce que je ne voudrais pas vous frustrer. J'ai une dernière question très ouverte, allons-y. Ce que je voulais dire, c'est que l'entrepreneur qui est à la base de tout ça, on avait fait une enquête chez France Biotech il y a quelques années, et on s'était rendu compte que chez les entrepreneurs, ce qui les empêchait de dormir, dans plus de 70% des cas, c'est le financement. Il y a besoin d'argent. Ça veut dire que tous les acteurs du financement sont essentiels pour la création d'un hub et un développement d'une région, puisque c'est la base, c'est les entrepreneurs. Et s'ils n'y arrivent pas, il n'y aura rien. Et surtout, effectivement, tous les espaces de vie, c'est-à-dire à la création, au transfert technologique, il y a un certain besoin d'un certain type d'argent. Et après, sur le private equity, et après post-bourse, c'est pour ça que je réagissais. En bourse, moi, je connais des sociétés, de mon portefeuille, qui sont encore en difficulté financière une fois cotées. Ouais, donc c'est pas facile. Voilà, c'est un bon exemple. Merci. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Je voudrais terminer par un dernier tour de table. Mais déjà, à ce stade, y a-t-il un sujet que vous auriez aimé évoquer dans ce panel et qui, à ce stade, n'a pas ou très peu, à vos yeux, été traité, sur lequel vous voudriez réagir maintenant par rapport à la carte, le territoire, l'enjeu majeur? Allons-y, c'est parti. Xavier, Yves, on y va. Non, juste faire un message à tous les acteurs économiques ici, puisqu'on a parlé des financements. On a réussi à obtenir un financement de l'Union européenne qui était très centré sur les questions terrestres. Et on a, à partir d'un prochain, un financement qui reste modeste, mais qui est de 6 millions d'euros pour des thématiques de coopération, parce que c'est un mot peut-être qui est passé apparu ici. On est là pour faire des projets de coopération avec des entrepreneurs et des chercheurs des deux côtés de la frontière sur des thématiques exclusivement d'économie bleue, d'environnement, littoraux, maritimes. À bon entendeur, salut. Voilà, ça, donc important, pour ceux qui, voilà, message du jour. Mais pour ceux qui cherchent des partenaires catalans, des financements publics sur des projets de recherche, mais aussi ça peut être de développement d'entreprises ou de centres de recherche. Nous allons, depuis l'Eurorégion, gérer un fonds qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Le patron de la French Tech est ici. Il nous a déjà fait un train qui part à Madrid, à Barcelone, un train de la French Tech pour le digital. Mais moi, j'étais hier à Barcelone Smart City Expo pendant 2 jours, là, où il y a un pavillon entier consacré à la Blue Economy. Donc l'an prochain, j'ai une bonne nouvelle, Manu, c'est qu'il va falloir faire le 2e train, celui de la Blue Tech, qui va partir de Barcelone. Il y a de l'argent, Xavier. Voilà. Vous avez votre chéquier, vous pouvez commencer à mettre mais j'ai surtout agenda le 23-24 novembre. Là, c'était Smart City, donc c'était pas la Blue Tech. Il y a un événement à Barcelone où il y a plus de 150 centres de recherche et clusters de la Blue Tech qui vont se réunir à Barcelone, 23-24 novembre. Voilà, alors, évidemment, donc là aussi, appelez-moi et on serait très heureux de vous accueillir puisque c'est co-organisé entre la Catalogne et l'Eurorégion. Voilà, c'est un bon écosystème pour commencer à monter des projets de biotechnologie et de recherche. Il y a de l'argent, il y a une dynamique, il y a de belles choses à monter là, pour catalyser, créer des synergies. Alors, il est exactement 14h50. Vous êtes 8.
hein, si j'ai bien compté, parce que parfois on se gourre. Au-delà de 7, on fait des fautes. Alors vous êtes 8, ça vous laisse en gros 1 minute pour effectivement un mot de conclusion. Peut-être évoquer un thème que vous auriez aimé évoquer, pour lequel vous dites bah, tiens, là c'est le moment de passer un message, pour lancer un appel si vous avez des projets, ou pour évidemment délivrer votre mot de la fin. Alors allons-y, qui veut commencer le tour de table des conclusions? Allez, Yves. Bah oui, la recherche est toujours aux avant-postes. Oui, donc on a parlé de Banyuls et de son rôle donc avec cet institut qui est là depuis longtemps. Alors on est en train en fait de construire à Banyuls toutes les briques, j'allais dire, de l'économie bleue. On a l'incubateur à l'observatoire, on a nos plateformes technologiques qui étaient là avant, qui sont là depuis pas loin de 15 ans maintenant, pour la première, donc qui sont ouverts à tous, d'abord aux chercheurs, enfin d'abord c'est fait par les chercheurs de l'Observatoire, mais en fait c'est ouvert à toutes les personnes académiques et privées, et notamment évidemment les startups. Donc on a cet incubateur qui est là aussi pour cette raison. Se construit à Banyuls, dans cette pièce ici, vous le savez, un pôle d'économie bleue qui est encore ça c'est incroyable. Après. Et on est en train aussi, nous, de construire une toute première étape qui viendrait avant l'incubateur, qui serait un Fab Lab. Donc ouais. On est financé par le CPER pour faire ça. On va construire un Fab Lab marin, donc on a appelé un Sea Lab, qui sera ouvert alors vraiment à tous ceux qui auront une idée, une preuve de concept. Alors ça peut servir à des formations, ça servira à tous ceux qui voudront l'utiliser, et qui permettra de créer quelque chose qui, s'il fonctionne, pourra aller dans l'incubateur, travailler avec les plateformes, qui ira ensuite dans le pôle d'économie bleue, puisque évidemment ça va marcher, et tous ces gens-là pourront continuer à alimenter cet écosystème. Eh ben merci pour d'abord cet enthousiasme, cette dynamique et cette boîte à outils. Finalement, là, pour le coup, on a sur très peu de kilomètres toutes les briques. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir, mesdames et messieurs, donc Yves Devise, de l'Observatoire océanologique. J'ai failli dire graphique, donc j'ai honte. Allez, c'est parti. Rémi, votre mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, pour continuer ce qu'il vient de dire, c'est quand on est chercheur, qu'on doit apporter une solution, ou quand on a une inspiration qui apporterait une solution, c'est d'avoir l'esprit libre. Et avoir l'esprit libre, comme disait Franck, c'est ne pas penser sans arrêt à savoir comment on va la financer. Donc il est clair que si l'on veut des solutions efficaces, elles sont dans les esprits des gens. Il faut leur libérer l'imaginaire, et il faut les encadrer, aussi bien financièrement que structurellement. Il faut libérer l'innovation qui est souvent enchâssée dans les universités. Et pour la sortir, et je suis bien placé pour en parler, ce n'est pas toujours très facile. C'est plus facile maintenant, grâce aux structures d'encadrement qui ont été mises en place. Il y a des règlements, il y a des structures réglementaires qui doivent être mises en place. Il y a des libertés d'opérer qui doivent être proposées aux créateurs d'entreprises. Et donc c'est cette partie-là administrative qui est essentielle, libérer l'esprit des créateurs. C'est une très belle conclusion, mesdames et messieurs. Rémi Burcelin, qu'on peut applaudir, de Aviwell. Allez, votre conclusion, Isabelle. Donc, pour pôle d'économie bleue, je redis, il me semble qu'il faut vraiment, en quelque sorte, se spécialiser à partir de ses forces, mais aussi des besoins du territoire. Et c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser tout le monde, parce qu'il y a un vrai élan. Et ensuite, effectivement, s'intégrer dans des réseaux avec justement chercheurs, entreprises, et avec d'autres thématiques qui peuvent apporter beaucoup. Nous, on monte des projets avec d'un côté des caméras haute définition qui sont utilisées sur du nucléaire ou de la défense, des bureaux d'études spécialisés dans la vie faune et de l'éolien. Et avec ça, on avance. Ouais, ça, mais a priori, des personnes qui ne se seraient pas rencontrées en restant dans leur domaine. Et intelligence collective des cloisonnements. Trouver les bonnes coopérations et ne pas rester en silo aussi. D'où l'importance de ce pôle d'excellence. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Isabelle Bardin, que l'on peut applaudir. Allez, c'est parti, Xavier, votre conclusion. Je reprends le mot de coopération. Donc l'idée, c'est de peut-être donner aux entrepreneurs, aux idées de projets ou de recherche, d'oser passer la frontière déjà, d'aller voir le collègue d'en face qui peut-être peut avoir des idées complémentaires. Donc on est là pour ça, passer la frontière et aller voir nos amis catalans et baléares, et ne pas avoir peur d'aller monter des projets européens ambitieux. Et on est là aussi pour
pour les aider à ce que le volet administratif et surtout de complexité des fonds européens vous soit plus accessible. Donc coopération et ne pas avoir peur des défis européens. De la chasse en groupe et de l'intelligence, de programmes d'innovation collective. Mesdames et messieurs, Xavier Bernard Sens, merci d'avoir participé. Franck, c'est à vous. Alors moi j'avais 2 mots de conclusion. J'en ai un qui est très rapide, qui est dire pour constituer un hub, il va falloir un jour ou l'autre se poser la question d'attirer un gros, un acteur dans le secteur qui vient, qui s'installe. Ça veut dire c'est un investissement local. Alors je ne sais pas si c'est régional, de la municipalité, je ne sais pas, mais en tout cas tant qu'on n'a pas attiré un gros qui fait une espèce d'assise. Ouais. Autour desquels peuvent graviter. Alors, on parle de blue tech, donc ça peut être très général. Hein. Ouais, c'est très large. Ça peut être la construction de bateaux, ça peut être plein de choses, mais je sais pas. Mais en tout cas, il faut en attirer un gros. Ça, c'est un de la premier chasse truc. Au gros, si j'ai bien compris. C'est pas la pêche au gros, c'est la chasse au gros. C'est la chasse au gros, ouais. D'accord. Premier point. Deuxième point, le point clé pour les entrepreneurs, le financement. Ils savent aller chercher des financements. Il n'y a pas que le capital risque, il y a plein de types de financements. On a vu, les banques sont capables de financer des startups. Il y a plein de moyens de financer par la dette. Parfois, c'est pas possible, parfois, c'est possible. Enfin bon, bref. Le financement, c'est le point clé pour un entrepreneur. Souvent, ce qui manque aux entrepreneurs, c'est comment aller chercher l'argent. Donc, il faut avoir une espèce d'expertise locale qui les accompagne pour éclaircir tous les chemins de financement possibles. Parce qu'il y a plein de bureaux, il y a plein de possibilités, mais en général, en tant qu'entrepreneur, on est tout seul, on ne sait pas comment y aller, et on a besoin d'avoir au moins une personne qu'on peut contacter et dire, voilà, je fais quoi et comment je peux me financer. Je crois que vous, à ce niveau-là, vous avez sûrement peut-être des conseils, c'est quelque chose que vous faites. Ça m'est arrivé. Voilà, merci de ne pas faire votre pub, et je la fais pour vous parce que je connais votre parcours et sans doute pouvez-vous aider. Merci très sincèrement, Franck Lescure du Code Zinc. Allez, on va faire une petite parenthèse sur le financement, puis on finira sur la date de l'événement, ce qui permettra de bien marquer le calendrier. Alors, je ne sais pas... moi, pour conclure, faire le financement, on en a parlé, mais je suis plutôt rassurée finalement pour mon métier, parce qu'avec tous les projets que je vois qui sortent de l'eau et à travers les cigales, on a Adeline et moi, je pense qu'on aura du boulot encore longtemps et c'est bien dosé. Merci. Eh ben merci beaucoup Fabienne Dussouillet de la Banque Populaire. On est dans le tour de table des financeurs. Adeline, c'est à vous. Oui, moi j'ai envie de terminer avec un mot notamment, c'est le dialogue. Parce qu'en fait, l'histoire s'écrit en marchant. On n'a pas forcément toujours toutes les clés, aussi grande banque que nous sommes. Et finalement, des solutions peuvent émerger avec la communauté scientifique, avec les entrepreneurs, avec nos pairs, qu'ils soient effectivement financeurs en haut de bilan, en bas de bilan, ou dans le cadre d'innovation, y compris dans nos instruments, dans notre manière aussi d'approcher l'accompagnement bancaire, dans l'acculturation. Encore une fois, moi je m'adresse à notamment toute l'assemblée des start-upers et start-upeuses de l'assemblée. Le mouvement est en route. C'est vrai que sur les sujets ESG, ça nécessite de se professionnaliser significativement pour pouvoir embarquer tout le monde. Donc je vous encourage vraiment à entamer le dialogue avec vos partenaires pour pouvoir vous aider dans la pérennité, dans la durabilité. Le logo de Banque Pop est bleu, celui de BNP est vert. Belle complémentarité quand on parle de Blue Tech. Merci beaucoup Adeline Haviland du groupe BNP Paribas. Allez, la conclusion des conclusions et puis une date qu'on va à nouveau donner, un événement à noter dans les agendas. C'est parti. Bien sûr, alors pour terminer, tous ces beaux projets innovants, ce qui est intéressant aussi, c'est de les communiquer et de les partager. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au Blue Tech Show. Pourquoi pas aussi finalement les faire vivre, donc lors des Immersives 2024 en avril, où on partagera vraiment avec le grand public pour leur montrer sur le terrain, sur l'eau, on parle de la mer, donc allons sur l'eau et partageons justement tous ces beaux projets lorsque c'est possible avec ce grand public-là. Donc le 20 et 21 avril 2024, rendez-vous à Port-Vendre. On note dans les agendas et on va approfondir, je pense que ça fait en plus sur 2 semestres différents, 2 beaux événements qui se renvoient la balle. Merci beaucoup Maud Picmal que l'on applaudit. Écoutez, 15h, on est pas mal. Merci à vous d'avoir assisté à ce focus. Merci à vous qui reverrez ce temps fort en replay. On se retrouve dans quelques dizaines de minutes pour d'autres temps forts, d'autres startups sur le Blue Tech Show. Merci.